Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes donc à un peu plus de 70 jours de l'élection présidentielle et vous l'avez compris, c'est l'heure de présenter les programmes, les projets, les grandes idées pour la France de demain. Tous ceux qui sont candidats vont venir successivement devant vous, répondre à des questions et donc s'expliquer afin que vous puissiez faire dans la sérénité et aussi en toute connaissance de cause votre choix pour choisir le ou la présidente de 2007 et pour les 5 ans qui viennent. Alors, ils seront ce soir d'abord Jean-Marie Le Pen, et puis nous accueillerons ensuite Olivier Besancenot, Dominique Voynet, et puis Nicolas Dupont-Aignan. Vous pouvez bien sûr, vous aussi, participer à cette émission, c'est-à-dire interroger les candidats qui vont se succéder devant nous ce soir. Nous les interrogerons nous, mais vous aussi. Donc c'est très simple, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler dès maintenant. Certains d'entre vous d'ailleurs l'ont déjà fait depuis quelques jours. Et puis par webcam, c'est simple, le site france2.fr. Tout au long de l'émission, d'ailleurs, vous pourrez donc participer, réagir et donner votre sentiment sur le débat en cours. Premier invité donc ce soir, Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, Monsieur Le Pen. Alors, je vous propose d'abord, premier exercice, très simple, on va regarder des photos ensemble, ça c'est pas le plus dur, avant de répondre à des questions de ceux qui sont ici. Première photo, si vous le voulez bien. Voilà, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, bien sûr. C'est une photo, je pense que très peu de Français ont vu. Vous pouvez nous dire, on est en 1949, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça, oui. C'est en Belgique, à Heisden, où je suis mineur au puits numéro 2. Ouais. Là, vous avez un petit air de Jean Gabin, non? Sur la droite, là, un peu, oui. un peu. Je suis pas de très bonne humeur, il faut dire. Ah oui, parce que c'est dur, la mine. Pas seulement, non. Ça, c'est le Jean-Marie Le Pen qui est obligé de travailler. C'est le fils de pauvre. C'est souvent ce que vous avez dit, que vous étiez un petit pauvre quand vous étiez enfant. On le sait, orphelin, pupille de la nation, qui est obligé de travailler pour payer ses études. Voilà, j'étais orphelin de guerre, puisque mon père était mort en 1942, mort pour la France. Et j'ai donc été orphelin à 14 ans. Ma mère a fait de gros efforts pour me maintenir au collège. Et puis j'ai réussi à faire des études, mais avec une bourse, mais qui était très insuffisante. Je crois que c'était l'équivalent de 1400 francs par an aujourd'hui. Par conséquent, quand j'ai eu l'occasion, je n'étais pas trop feignant, quand j'ai eu l'occasion de travailler, aussi bien comme marin-pêcheur que comme mineur de charbon ou maîtreur d'appartement, je l'ai fait pour me permettre de joindre les deux bouts. Est-ce que le petit pauvre voulait être riche, célèbre, puissant? Non, pas spécialement riche, non, mais être libre surtout. Et d'ailleurs, dans ma vie, quand j'aurai l'occasion, quand j'aurai été battu aux élections en 1962, je serai battu, je n'avais pas du tout préparé de carrière. J'aurais dû me faire un stage d'avocat, mais je ne l'avais pas fait, puisque j'ai été élu jeune député en revenant d'Indochine. Et je donc me suis vous vouliez trouvé... être libre, mais pas puissant, pas président de la République. Le petit mineur Jean-Marie ne voulait pas être président de la République. Pas du tout, non. Mais j'étais allé en Indochine, j'étais officier de parachutiste à la Légion étrangère. J'étais revenu plein de colère quand même de cette défaite, et je voulais la crier un petit peu à mon pays. Et puis, je me suis trouvé emporté, en quelque sorte, très rapidement. J'ai rencontré Poujade, et avec un certain nombre de camarades, nous sommes entrés avec lui dans Union et Fraternité Française, qui était une extension, en quelque sorte, de l'UDCA. En 1956, vous étiez le plus jeune député de Absolument. France. Alors on dit aujourd'hui, c'est vous qui êtes le plus ancien dans ce métier d'homme politique français. Oui, probablement, certainement l'un des plus anciens. 1956-2007, quand même, c'est pas mal, hein? Oui, quand même, c'est un assez beau parcours. Merci, mais je me porte bien, ça va. Je ne suis pas encore trop fatigué. Alors, et donc, quand j'ai été battu aux élections, j'ai dû trouver un travail. Et c'est là que je me suis lancé dans la création de cette petite maison de disques artisanale. J'étais un artisan comme mes grands-parents et mon père. Mais je n'ai jamais eu l'ambition de gagner beaucoup d'argent. D'abord, j'étais sur un créneau qui n'était pas un créneau financièrement très porteur, mais je voulais surtout être libre, n'obéir à personne et rester toujours indépendant. Alors, la deuxième photo, justement, c'est un rappel. Ça, c'est vous êtes à l'Assemblée nationale quand vous êtes effectivement élu jeune député. On va passer à la photo suivante. Photo un peu plus familiale, vous allez voir. Jean-Marie Le Pen.
qui est père de famille, père de 3 filles. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes un bon père? Est-ce que vous êtes un bon grand-père? Parce que vous avez une figure de grand méchant loup. Donc est-ce que dans la vie, vous considérez que votre famille c'est important? Est-ce que vous êtes un gentil père? Non, en l'occurrence, à Montretout, la maison dont j'ai hérité, vous savez, j'ai la chance d'abriter la famille de 2 de mes filles et donc 6 de mes petits-enfants. Par conséquent, ils sont très discrets, mais j'ai l'occasion quand même de les voir, de les croiser le mercredi, par exemple. Ils viennent me rendre une petite visite. Par conséquent, je ne sais pas, c'est à eux qu'il faudrait demander si je suis un bon père et un bon grand-père. Monsieur Le Pen, porter le nom de Le Pen quand on est petit, votre fille le raconte dans un livre, témoignage, c'est pas facile de s'appeler Le Pen. Non, c'est pas facile, mais j'ai vu l'autre jour que le grand footballeur de Lorient, Le Pen, a dit « Je suis très fier de mon nom ». Oui, mais pour vos filles, c'est peut-être plus compliqué. On vous voit là avec votre fille Marine, dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il y a une marque Le Pen? C'est-à-dire que lorsque vous ne serez plus dans la course, la marque Le Pen devra forcément exister et être évidemment incarnée par Marine. Sic transit gloria mundi, je ne sais pas du tout si je pense que Marine a la fibre politique, elle a le tempérament politique et l'instinct, et je pense que c'est une femme politique tout à fait capable d'être un grand homme politique. Alors, 3e photo que nous allons voir, ça nous ramène à 5 ans en arrière, vous allez le voir. On va découvrir ce visage. Voilà, on est le 21 avril 2002 au soir. Ben non, mais justement, c'est la surprise. On voit le visage que vous faites quand vous apprenez que vous êtes au second tour de l'élection présidentielle. Alors on s'est dit, tiens, il doit être content, Jean-Marie Le Pen. Eh ben non, vous n'avez pas l'air content. Pourquoi vous n'êtes pas content? Parce que vous n'avez pas battu Jacques Chirac? C'est pas un match de foot. Je mesure la gravité de la décision. Et en effet, ce à quoi ça m'engage. J'entre dans un 2e tour dont personne à l'époque, à ce moment-là, ne connaît la suite. Ceux qui connaissent la suite maintenant disaient « mais oui, ça s'est passé comme ça ». Je connais beaucoup de gens qui ont eu très peur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et qui se sont dit « mais avec un président qui n'a pas fait 20%, avec un Premier ministre battu et un populiste qui talonne le président, rien n'était impossible au 2e tour, et même pas une vague déferlante de ce qu'ils appelaient le populisme ». Ça n'est pas ce qui s'est produit. On sait que le système a mobilisé toutes ses forces, a jeté tout le monde dans la bataille pour arriver au résultat que l'on sait, glorieux. Vous voyez face à Jacques Chirac cette fois? Parce qu'on a entendu Jacques Chirac aujourd'hui dire il y a une vie après la politique et une autre vie jusqu'à la mort. Mais vous imaginez encore qu'il puisse être candidat là? Oui, je pense qu'il pourrait encore être candidat si dans les quelques semaines, quelques jours qui nous séparent des échéances, eh bien, il y avait une grave crise internationale, car il pourrait penser que ça constitue pour lui une fenêtre de tir et une possibilité de se présenter. C'est un opportuniste, Jacques Chirac. Il est capable de faire cela. Mais c'est pas un problème. Ça, c'est pas à moi que ça posera un problème. C'est à Sarkozy. Oui. Petite question à propos. Vous en êtes toutes vos signatures? Qu'à un cas, je rame, comme j'ai dit, n'est-ce pas, sur la galère, parce que c'est un métier effrayant. N'est-ce pas, la situation est assez difficile et personne n'a rien fait pour améliorer la position des maires, qui tous sont hostiles à cette manière de faire, et en particulier à la publication de leurs noms, qui les expose soit à des agressions ou à des menaces, enfin bref, même s'ils ne font que les imaginer. Alors, cette fois, on a l'impression que vous n'êtes pas le 3e homme. Le 3e homme, c'est François Bayrou. Non, je crois pas du tout. Est-ce que c'est lui, aujourd'hui, peut-être parce qu'il est plus respectable que vous, en image, et le réceptacle du mécontentement quand il s'attaque aux médias, quand il s'attaque au système? C'est lui le candidat anti-système aujourd'hui, c'est pas vous? Sur les 6 sondages, il est à égalité avec moi, mais avec une grande différence. C'est que la solidité de mon socle électoral est de 70%, et celle du sien de 32 seulement. Par conséquent, je pense que ça va changer. En fait, c'est l'opération Chevènement de 2002 qui recommence. On avait hissé Chevènement à grande force à 14%. Il est retombé à 6% au moment des élections. Je ne crains pas la rivalité de François Bayrou. Ouais. On a l'impression quand même que vous ne pouvez pas faire mieux que la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'on se dit, au fond, pourquoi on voterait pour Jean-Marie Le Pen? S'il est au second tour, il se passera la même chose qu'en 2002. Il y aura une mobilisation contre vous. Mais on ne sait pas ça. Quand le prince-président Napoléon III a été élu, tout le
le monde pensait que c'est le général Cavaignac qui allait passer. Et ça n'est pas lui. Quand le général de Gaulle, en 58, 3 mois avant mai 58, il faisait 3% des voix dans les sondages. Et puis l'histoire en a décidé autrement. On ne sait pas. Tout dépend de la manière dont les Français vont appréhender cette possibilité qu'ils ont de dire ce qu'ils pensent de la situation actuelle de la France et des espoirs qu'ils peuvent avoir que cela change. Et ils ne peuvent pas avoir cet espoir avec les gens qui sont responsables de cette situation, puisque les 3 candidats dont vous parlez sont 3 candidats qui ont occupé des postes de responsabilité dans la manière dont la France a été menée. Je suis le seul, enfin le seul, à ne pas avoir voté oui aux élections, au référendum européen. Je suis le seul grand chef du non. N'est-ce pas ? Je suis le seul aussi à parler sans cesse de la nation et de la patrie, 2 mots qui semblent bannis du vocabulaire de mes concurrents. Nicolas Sarkozy est pour vous l'héritier de Jacques Chirac ? Je ne crois pas. Non, il serait plutôt l'héritier de Balladur, je crois. Ségolène Royal, vous aviez dit il y a 5 ans, vous aviez même confié à une équipe de France 2, Patrick Boité, alors qu'on ne parlait pas du tout de Ségolène Royal. Celle-là, elle sera candidate la prochaine fois. Je l'avais deviné. Oui, vous trouvez aujourd'hui qu'elle fait une bonne campagne ? Non, je ne crois pas. Elle fait la campagne dont elle est capable, et avec les soutiens qui sont les siens et avec les suggestions qu'on lui impose. Je ne suis pas sûr qu'elle résistera à la durée de la campagne, ni non plus au conflit, au combat, si toutefois elle accepte des débats. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse les assumer victorieusement. On accuse souvent Nicolas Sarkozy, enfin ses ennemis disent qu'il marche dans vos traces, qu'il essaye de récupérer votre électorat. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Parce que vous êtes passé un peu vite sur lui. Il essaye de laborer mon terrain, mais c'est moi qui sème et c'est moi qui récolterai. Parce que les gens préféreront toujours, je crois, l'original à la copie. Il dit un certain nombre de choses qu'on m'avait reproché de dire il y a quelques années, et ce qui fait que les Français se disent mais après tout, Le Pen avait raison. Quand il nous disait cela, peut-être que ça nous aurait évité de connaître ce que nous connaissons aujourd'hui dans le domaine des déficits, dans le domaine du chômage, dans le domaine de l'insécurité. Alors je crois que plus il en fait, si j'ose dire, dans ce domaine-là, et mieux je me porte. Si vous n'êtes pas présent au second tour, ce qui peut toujours arriver, est-ce que vous donnerez une consigne de vote ? Je verrai à ce moment-là. Mais si ce sont 2 candidats du système, comme c'est probable, je ne vois pas pourquoi j'en préférerais un à l'autre, puisqu'aussi bien dans la cohabitation que dans l'alternance, ils sont responsables de la même politique. Sinon, eux, personnellement, au moins par le drapeau qu'ils portent et les partis qu'ils incarnent. Donc, ce que vous aviez fait dans le passé, ça sera liberté de vote pour vos électeurs. Je ne sais pas. En 74, en 81, j'avais fait voter Jeanne d'Arc. Vous n'étiez pas candidat en 1981. J'avais raté de très peu. J'avais fait la campagne pendant 1 an. Mais j'avais raté de très peu. J'avais, comme d'habitude, un candidat d'extrême droite contre moi, ne serait-ce que pour me gêner. Et puis, il m'a manqué quelques dizaines de signatures. Eh bien voilà, j'ai été absent. Si vous ne pouviez pas être candidat cette fois, il y aura des représailles de votre part, d'une manière ou d'une autre, à l'occasion des élections législatives ? Non, ce ne sont pas des représailles, ce sont des attitudes politiques compte tenu du paysage politique du moment. Je dirais ce qui me paraîtra être le plus utile pour le pays et pour le peuple français. Alors, on va rentrer dans le détail. Aujourd'hui, il y avait, et votre programme, aujourd'hui, il y avait une grève et des manifestations de fonctionnaires un peu partout en France, et notamment des profs qui trouvent que c'est vrai qu'ils en ont marre, qu'on les accuse d'être des privilégiés, et tous ces fonctionnaires demandent une augmentation de salaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces revendications des fonctionnaires ? Vous les soutenez, vous les comprenez, ou vous dites qu'il faut réduire leur nombre ? Je crois qu'il y a beaucoup de Français pauvres, n'est-ce pas ? Il y a plus de 7 millions de Français qui sont pauvres. Et il y a plus de 14 millions de travailleurs pauvres, parmi lesquels il y a des fonctionnaires. Par conséquent, je pense que les fonctionnaires ne sont pas responsables de l'hypertrophie du corps fonctionnaire en France. Et beaucoup d'entre eux essayent de faire leur travail le mieux possible dans des conditions, il faut le dire, surtout dans l'enseignement, de plus en plus difficiles. Mais vous dirais-je que je suis quand même choqué par l'emploi de la grève comme moyen de faire connaître ses desiderata et de défendre ses intérêts quand il s'agit de fonctionnaires. Parce qu'il me paraît que le service public ne doit pas connaître d'interruption. Vous êtes pour un service minimum, comme Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. Mais, oui, au minimum. Mais je pense même que la grève est aujourd'hui, c'est un droit, je le reconnais, mais je pense que c'est un moyen désuet de solution des problèmes sociaux. Et je crois qu'il existe dans d'autres
d'autres pays du monde des techniques d'arbitrage obligatoires qui me ferait, je crois, l'économie. Alors, il y a des grèves qui sont, je dois le dire, scandaleuses, qui sont celles qui touchent les travailleurs en particulier, qui sont obligés d'utiliser les transports, et en particulier dans la région parisienne, des millions de gens qui sont privés de travailler ou d'aller se reposer chez eux parce qu'un certain nombre de gens veulent défendre leurs intérêts. Donc, c'est une forme d'égoïsme social qui est difficile à accepter. Vous dites service minimum, oui. Vous trouvez qu'il y a trop de fonctionnaires ? Écoutez, je crois que compte tenu de ce qu'est notre pays et de ce que sont les autres pays, par comparaison, on peut dire que nous avons une fonction publique pléthorique, c'est vrai. Donc il faut réduire, on remplace 1 sur 2 qui part à la retraite, ça peut être une méthode, mais il peut y en avoir d'autres. On peut conseiller aussi le départ d'abord des transferts à l'intérieur de la fonction publique. On sait par exemple que la justice a besoin de fonctionnaires. Eh bien, je pense que certains fonctionnaires d'administration pléthorique pourraient passer dans la justice. Je crois aussi que on doit pouvoir maintenant, grâce au départ à la retraite de générations dites du baby-boom, eh bien, organiser ça de telle sorte que l'on puisse réduire nos dépenses. Tous les pays du monde l'ont fait, et tous les pays qui se sont redressés ont dû le faire pour le bénéfice de tout le monde, y compris aussi des fonctionnaires. Ouais. Alors, autre petite question, courte, je vous demande des réponses courtes. Les impôts, vous continuez à baisser les impôts ou il faut revenir sur les baisses d'impôts qui ont été décidées selon vous ? Sûrement pas. Il y a encore beaucoup trop d'impôts en France. Les Français sont écrasés. Sait-on qu'un Français travaille jusqu'au 15 juillet, du 1er janvier au 15 juillet, pour les impôts, pour l'État. Et je crois que cela explique l'asthénie de l'économie française, le départ d'un certain nombre de travailleurs ou de dirigeants ou d'étudiants français à l'étranger. Je crois qu'il faut diminuer la charge fiscale et cela, c'est indispensable. Alors je propose un plan pour réduire cela, et en particulier réduire l'impôt sur le travail, qu'est l'impôt sur le revenu, ainsi d'ailleurs qu'une partie de l'impôt sur les sociétés, de façon à redonner à tous l'envie de travailler et de gagner, faire la différence entre ceux qui sont aidés ou assistés et ceux qui travaillent, de façon à ce que tout le monde ait envie de travailler, et je crois que cela donnera un élan à la production française. Le drame, c'est que nous sommes aujourd'hui le pays qui a la croissance la plus faible. Or, il n'y a pas de politique sociale possible sans croissance. Oui. Alors, l'ISF, qu'est-ce que vous faites ? Vous supprimez ? L'ISF, je soustrais la résidence principale d'un impôt qu'il faut bien le dire, osons le dire, est un impôt démagogique, car il semble frapper les riches, alors que les riches qui méritent ce nom sont déjà partis depuis longtemps se mettre à l'abri hors de nos frontières. 2 petites questions que nous poserons aussi à tous les candidats qui viendront. Est-ce que vous pensez que l'on peut garantir aujourd'hui à tous les Français un départ à la retraite à 60 ans ? Non. Je pense qu'il va falloir là adapter notre système social aux réalités. Ce qui est extravagant, c'est que l'on n'ait pas prévu ce qui était prévisible, puisqu'aussi bien on savait que la démographie, l'allongement de la vie, un phénomène inconnu dans l'histoire du monde, nous avons gagné 15 ans de vie en l'espace de 50 ans. Eh bien, cela n'a pas été pris en compte par les hommes politiques, et des partis comme le Parti socialiste, qui ont établi non seulement la retraite à 60 ans, mais encore les 35 heures, ont ramé exactement à l'inverse de l'évolution du monde, et nous nous trouvons maintenant en face de la nécessité de financer les retraites. Alors il faudra choisir, ou bien les retraites seront de plus en plus faibles, ou bien alors on les assurera en travaillant plus. Moi je crois qu'il faut laisser ceux qui veulent travailler. Regardez-moi, je continue à travailler et je me porte pas plus mal. Bon, alors, les 35 heures aussi, il faut revenir dessus ? Oui, absolument. Alors quand vous dites que par un biais ou par un autre, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est un minimum, si vous voulez. 35 heures, c'est un minimum. Mais ça ne doit pas être un maximum. On doit être capable de, si on veut travailler, de travailler. D'ailleurs, écoutez, sincèrement, vous savez comme moi que beaucoup de Français sont obligés de faire 2 métiers. En fait, n'est-ce pas ? Ils ont un métier puis un autre pour leur permettre de vivre décemment, parce que, je vous le dis, ce qui est scandaleux, ce que je trouve scandaleux dans un pays qui passe pour un des pays les plus riches du monde, c'est qu'il y ait 7 millions de pauvres. On devrait avoir honte de ça. Alors, justement, quand je vous ai écouté là, à la fois sur les baisses d'impôts sur lesquelles vous ne reviendrez pas, au contraire, parce que vous voulez réduire, voire même supprimer à terme l'impôt sur le revenu, alléger l'ISF, alléger l'impôt sur les sociétés, contre les 35 heures, revenir... On retrouve des rentrées
entrées fiscales, on retrouve cela par le biais de développement de l'économie, d'une part. Et j'ai aussi un autre projet qui consiste à rétablir les droits de douane pour protéger notre marché et ainsi percevoir de la part des importateurs, des exportateurs qui rentrent chez nous, de percevoir ce qui était d'ailleurs le cas autrefois. Il y a là des sommes considérables à récupérer. Alors moi je cite tout ça parce que vous dites souvent je suis économiquement de droite et socialement de gauche. Donc économiquement de droite, je comprends, socialement de gauche, je vois pas bien. Ça veut dire que je suis partisan de la solidarité nationale, en précisant toutefois que cette solidarité ne peut se passer que dans le cadre national. Il ne peut pas y avoir de solidarité mondiale. On n'a pas de solidarité sociale avec l'Afrique. Ou bien ça peut se faire, mais au détriment, bien sûr, des Français. Or, moi, je suis un patriote français, que je me crois désigné par mes compatriotes pour essayer de défendre leurs intérêts. Ça n'est pas antinomique avec la charité que l'on peut faire à d'autres pays ou l'aide qu'on peut leur apporter. Mais essentiellement, moi, je me bats, je suis francophile, pas xénophobe, et je me bats en priorité pour les Français. C'est pour ça que je suis pour la préférence nationale, estimant que les Français ont plus de droits que quiconque chez eux. D'abord parce qu'ils sont héritiers d'un énorme patrimoine qui leur a été légué par ceux qui les ont précédés dans la vie, qui ont trimé, qui ont travaillé, qui se sont battus pour défendre ce patrimoine, qui est leur propriété. Par conséquent, ils ont plus de droits sur cette propriété que d'autres gens qui viennent d'arriver et à qui on peut faire l'honneur de les compter parmi nous, mais qui doivent aussi considérer que nous avons des droits. Monsieur Le Pen, question qu'on posera aussi à tous les candidats, c'est le problème de la dette. On va regarder ensemble un petit compteur. Début de l'émission, voilà où on en était à peu près de la dette française. Je lis parce que moi, j'arrive même pas à y croire. 1217 milliards d'euros, 437 millions, toujours d'euros, on voit le compteur qui tourne. C'est-à-dire que théoriquement, à la fin de l'émission, la dette se sera alourdie de 13 millions d'euros. Et on sait tous qu'aujourd'hui, le montant de l'impôt sur le revenu sert simplement à payer les intérêts de la dette. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que vous faites surtout pour réduire la dette ? Et vous ne comptez pas, chère madame, vous ne comptez pas les 900 milliards d'euros de garantie que l'État doit au régime de retraite des fonctionnaires. Alors, est-ce que c'est au cœur du projet présidentiel, monsieur Le Pen ? Les 500 milliards de dettes d'euros des entreprises publiques. Par conséquent, ça n'est pas 1200 milliards, c'est plus près de 2500 milliards que nos gouvernants se sont accordés à laisser se créer, et ceci en maintenant des millions de pauvres. C'est ça qui est extravagant. C'est que nous avons un système social misérable, et en même temps, nous sommes perclus de dettes. On aurait pu penser qu'on avait bouffé le fric en traitant tout le monde royalement. J'ai une explication, moi je vous le dis franchement, et elle n'est pas du tout tournée contre les immigrés. Elle est tournée contre la politique d'immigration, la folle politique d'immigration qui a laissé rentrer chez nous 10 millions de gens qui n'étaient pas souhaités, dont nous n'avions pas besoin, mais que nous avons été obligés de prendre en charge pour le logement, pour l'école, pour l'hôpital, pour tout le reste, d'une manière qui est incompréhensible, mais dont la responsabilité porte sur l'ensemble de la classe politique française. Et je dis toujours, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés, vous devez en vouloir aux politiciens français, ce sont eux qui sont les seuls responsables. Ouais, monsieur Le Pen, on a quand même du mal à croire que 1217 milliards d'euros, ça soit juste les immigrés qui soient responsables de ça. Si. Il n'y a pas des déficits qui traînent, il n'y a pas des dépenses, il nous coûte environ 50 milliards d'euros par an. Alors sur 30 ans, vous calculez, vous allez voir que c'est cela. Il n'y a pas que cela, mais il y a cela aussi. Il y a le gaspillage, il y a aussi ce système, ce modèle social français où on a pris l'habitude d'aider tout le monde. Chaque fois qu'il y a un problème, eh bien on essaye de le régler par des subventions, par de l'argent. Il y a des problèmes en banlieue. A-t-on attaqué le problème à sa base, à ses causes ? Non. On a augmenté les crédits de la politique de la ville, on a essayé de faire taire les gens en leur donnant de l'argent. Eh bien, c'est de l'argent qui n'appartenait pas au gouvernement français, c'est de l'argent qui appartient aux générations qui vont nous suivre et qui vont devoir assumer cette charge-là. Donc Jean-Marie Le Pen, président de la République, chasse les immigrés et ça règle le problème de la dette, ou il faut faire autre chose ? Non, ne faites pas dire ça. Non, mais il y a d'autres mesures. Vous parliez tout à l'heure des fonctionnaires. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit qu'on chasse les immigrés, d'abord parce que j'ai dit que ce n'est pas leur fait, leur responsabilité. Mais ceux qui sont responsables, ceux-là seront tenus à l'écart. Et puis, certains seront encouragés à rentrer chez eux. Et comme je suis
très hostile à la double nationalité. En particulier, à un moment donné, on demandera, mais poliment et calmement aux gens, de faire un choix. Est-ce que vous êtes algérien ou français ? Si vous êtes français, c'est une autre paire de manches. Mais si vous êtes algérien, vous pouvez rester en France, mais vous êtes un étranger. Vous n'êtes pas un Français. Et je compte remettre en cause la façon dont on devient français, presque automatiquement, sans le vouloir et sans nous le demander, parce que je pense que la nationalité, ça s'hérite par son père ou sa mère, ou les deux. C'est le droit du sang et pas le droit du sol. Mérite, c'est-à-dire que ça doit être demandé, et si on remplit les conditions pour être français, eh bien, on l'est, n'est-ce pas, sous certaines conditions. Ouais, ça vous changez la tradition, c'est plus le droit du sol, c'est le droit du sang. Vieux débat. Il n'y a pas à proprement parler de droit du sol, il y a des dérivés du droit du sol. Ce que je crois contestable, c'est l'acquisition automatique de la nationalité. Encore une fois, nous recevons 76 millions d'étrangers en France par an. Tant mieux, à condition qu'on ne pense pas que ce soit la seule activité de la France désormais. Par conséquent, les étrangers sont les bienvenus chez nous. Et on peut rester comme étranger si on est capable d'assumer sa propre subsistance. Il y a des touristes parmi les 76 millions, mais on ne peut pas porter à bout de bras des millions de gens qui sont chassés, me disait tout à l'heure M. Douste-Blazy, par la misère du monde et qui viennent chez nous et que nous ne pouvons pas empêcher de venir. Alors si nous ne les empêchons pas de venir, je vais vous dire ce qui va arriver, nous serons submergés. Et quand nous ne serons plus majoritaires chez nous, eh bien nous serons esclaves. Toute l'histoire du monde le dit très simplement. Ce n'est pas la méchanceté des gens ni des peuples qui est en cause, c'est une loi presque mécanique de l'histoire. Ouais. Il y en a qui vous écoutent et qui disent, tiens, Jean-Marie Le Pen, il redevient comme avant, c'est-à-dire qu'il veut nous faire peur, et au fond, il prospère sur la peur ou les malheurs réels ou supposés de la France. Oui, je sais ce qu'on me dit. On me dit, Monsieur Le Pen, il y a un incendie, vous criez au feu, criez moins fort, ça va réveiller un certain nombre de personnes qui dorment tranquilles. Non. Eh bien, moi, je suis le guetteur au créneau. Moi, je dis que ce que je vois. Et ce que je vois m'inquiète. Je ne dis pas que c'est perdu. Je ne dis pas qu'il est trop tard. Je dis qu'il n'est pas trop tard. Mais demain, il sera trop tard. Et c'est pour cela que les gens doivent se déterminer et confier leur destin, non pas seulement à un programme. Que restera-t-il des programmes de la campagne dans 4 mois, mais à des hommes ou des femmes, des personnalités, des gens qui ont fait la preuve de ce qu'ils sont, de la manière dont ils ont conduit leur vie et des qualités qu'ils ont pu démontrer. Et ce sont ces qualités que personnellement, moi, je souhaite mettre au service de mon pays pour le temps qui me reste. Alors, de vivre. À la fin de l'émission, nous vous demandons d'ailleurs de vous engager sur un certain nombre de promesses, de propositions que vous prendriez si vous étiez élu président de la République. Maintenant, vous allez répondre à un certain nombre de questions, mais on va bien voir, votre première candidature, c'était 1974. On l'a dit, vous n'avez pas été candidat. 0,74% des voix. Jusqu'à 2002, vous avez raté 1981, mais vous avez été candidat à toutes les élections. Et depuis 1974, comme nous le montre et nous le rappelle Arnaud Butet, vous n'avez jamais changé de discours. Non, est-ce que vous pensez qu'un jour, Jean-Marie Le Pen conduira la France ? Oh, je n'ai pas cette vanité de penser que je pourrais un jour conduire la France, mais cependant, si on ne sait jamais, l'histoire le voulait, pourquoi pas ? Et pourtant, le Front National affiche dès sa création des ambitions modestes. Certes, le slogan se veut alarmiste, mais pour sa première présidentielle, Jean-Marie Le Pen n'obtient que 0,7% des suffrages. Le candidat se distingue alors par un discours anticommuniste. La subversion qui est en train de miner l'éducation nationale, personne n'ose s'opposer à elle. C'est la subversion d'abord du tout-puissant Parti communiste et ensuite la subversion gauchiste. Après cet échec, Le Pen décide alors de s'emparer d'une nouvelle thématique, l'insécurité. Il est des quartiers où on ne pénètre plus sans danger après 10 heures du soir, et en particulier dans les banlieues. À l'intérieur même de Paris, le métro est devenu aussi dangereux que l'était au XIXe siècle la forêt de Bondy. Et il pense avoir trouvé la cause. Immigration égale chômage. Message simple, percutant. Lors de la présidentielle de 88, il va même un peu plus loin. Je vous invite à regarder cette affiche. Regardez-la bien. Elle est la phrase d'un chef Hezbollah libanais. Et elle nous indique la menace principale qui pèse sur nous. Il choque et il en joue. Ne le regardez pas avec les lunettes de ses adversaires. Regardez-le avec vos yeux.
1988, avec plus de 14% au premier tour, Jean-Marie Le Pen entre sur la pelouse des grands. Allez, de la terre entière. 7 ans plus tard, il monte 15,7% à la présidentielle. Nouvelle thématique, le social. Le Pen tend la main aux travailleurs français. Je propose que l'on établisse la préférence nationale pour les Français, pour le travail, pour le logement, pour les aides sociales, pour les allocations familiales. Je dirais qu'il n'y a pas de programme plus social que le mien dans la réalité. L'après 11 septembre, l'insécurité. En 2002, l'actualité travaille pour lui. À quelques jours du premier tour, il se veut rassembleur. Socialement, je suis de gauche. Économiquement, je suis de droite. Nationalement, je suis de France. De la protestation, il a fait son fonds de commerce. Jean-Marie Le Pen travaille aujourd'hui son image, son programme, pour espérer refaire la fête. Voilà, alors Monsieur Le Pen, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, économiquement de droite, socialement de gauche et nationalement français. Vous allez répondre à un certain nombre de questions. Je dis tout à l'heure que les téléspectateurs peuvent interroger les candidats, et notamment Jean-Marie Le Pen en premier, par webcam france2.fr. Inutile de vous dire que c'est une espèce de déferlement, et tant mieux d'ailleurs, de questions. Alors nous allons essayer d'en prendre le maximum. On va essayer de jouer questions-réponses assez courtes, Monsieur Le Pen, et je vous en remercie. D'abord, question, je crois, de Yves. Que comptez-vous faire pour le pouvoir d'achat des salariés et retraités qui ne cesse de baisser ? Contre les parachutes dorés et salaires exorbitants de certains dirigeants, contre le chômage, et enfin, si vous êtes élu, réduirez-vous le train de vie exorbitant de l'État ? Merci. Voilà, déjà les salaires, Monsieur Le Pen. Oui, je suis aussi choqué que mon interlocuteur de ces golden parachutes et de ces rémunérations véritablement excessives dont bénéficient certains dirigeants d'entreprises, quelquefois d'entreprises d'ailleurs qui sont au bord de la faillite. Bon, cela étant, j'ai dit tout à l'heure que ce que je trouvais scandaleux dans la réalité française, c'est qu'il y a 14 millions de travailleurs qui sont pauvres. Autrement dit, il n'y a pas que les gens qui n'ont pas de travail qui sont pauvres. Même ceux qui travaillent sont pauvres. On a même vu récemment des SDF, n'est-ce pas, qui quittaient leur cabanon ou leur cabane de planches ou de carton pour aller travailler. Ceci est très choquant. Alors je crois qu'il faut, parce que nous sommes asphyxiés par un système fiscal redistributeur qui est tel que l'économie est paralysée. Nous sommes livrés à la concurrence internationale par la suppression de nos frontières et nos entreprises connaissent ou bien la déconfiture ou bien la délocalisation. Et donc, augmente le nombre des chômeurs. Plus il y a de chômeurs, plus cela coûte et par conséquent, plus la France s'appauvrit. Il faut redonner aux Français et à la France la chance de pouvoir se développer économiquement. Pour cela, il faut réduire la pression fiscale. Il faut que les Français aient le sentiment qu'en travaillant et en travaillant plus, ils gagneront de l'argent pour eux-mêmes et pour leur famille, et ils en gagneront plus s'ils travaillent plus. Voilà ce que je crois être la recette. Il est nécessaire de développer notre croissance, qui est misérable, puisqu'elle est au-dessous de 2%, à 1,8%. Nous sommes un des pays du monde qui est la croissance la plus faible dans l'Euroland, c'est-à-dire dans l'Union européenne, qui elle-même est une région où la croissance est la plus faible. Alors, autrement dit, nous avons été volés par le système européen. Alors, réduire le train de vie de l'État, disait ce monsieur ? Réduire le train de vie de l'État, je pense que oui. Il y a beaucoup de fonctions que l'État devrait, chaque fois que c'est possible, laisser à l'initiative privée. En revanche, il y a des services publics qui doivent rester entre les mains de l'État parce l'État est là, la garant de la sécurité et de la liberté des Français. Exemple, on renationalise EDF comme le demande une partie de la gauche ? Non, je ne crois pas que ce soit absolument indispensable. Ça, je crois que EDF peut entrer dans le cycle éventuellement des dénationalisations, si on veut, ou des privatisations. Non, il s'agit, moi je parle des services publics, c'est-à-dire de la sécurité, de la santé. Je crois que tu dois rester du domaine de l'État et de la justice, aussi. Bien évidemment, de toutes les fonctions régaliennes. Alors, deuxième question, par webcam. J'ai une question pour M. Le Pen. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez pouvoir renvoyer tous les étrangers chez eux? Ces étrangers qui ont donné toute leur vie, qui ont sacrifié toute leur vie
pour venir ici en France et pour travailler, pour aider la France, pour la bâtir, pour la construire et pour participer à son développement. Alors, non, monsieur, ceux qui ont travaillé ici. Je suis désolé de vous dire que ce que vous dites là est une contre-vérité. Les 40, puis 50, puis 60 millions de Français n'ont pas attendu les étrangers pour rebâtir la France après la guerre, et ce ne sont pas les étrangers qui l'ont construite. Dans les années 60-70, il y avait 400 000 travailleurs étrangers, dont d'ailleurs beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Algériens. Ces travailleurs étaient venus à la demande du patronat et du gouvernement français qui voulaient faire pression à la baisse sur les salaires des travailleurs. C'est la raison pour laquelle j'y étais hostile d'ailleurs. Et c'est cela, c'est les années 60, c'est déjà 10 ans, 15 ans après la guerre. La France était déjà largement reconstruite. Et depuis, il est entré des gens qui n'étaient pas demandés. Nous ne les avons pas fait venir. Que ces gens aient été malheureux chez eux, je vous l'accorde, monsieur, je le comprends très bien, parce que je connais le monde, je connais l'Afrique, je connais l'Asie, l'Amérique du Sud, et je sais quelles sont les misères. Mais en l'occurrence, ils sont venus chez nous sans y être invités. Et nos dirigeants se sont crus obligés de les entretenir, de leur fournir les écoles, de leur fournir le logement, de leur fournir éventuellement le travail, et cependant, ils n'ont continué à entrer. Il en rentre, d'après les chiffres officiels, moi je crois qu'ils sont un peu sous-estimés, mais d'après les chiffres officiels, il rentre encore entre 300 et 400 000 immigrés nouveaux tous les ans. Et Monsieur Le Pen, on en parlera tout à l'heure avec un chef d'entreprise qui est là. Dont 180 000 pratiquement sont naturalisés français d'une année sur l'autre. On ne va pas se battre sur les chiffres, mais un chef d'entreprise en parlera tout à l'heure sur la main-d'œuvre étrangère qui peut être effectivement utile en France. Il va vous en parler dans un instant. Autre question. Monsieur Le Pen, bonsoir. Ségolène Royal s'est dit récemment contre l'amnistie présidentielle des PV. Elle rejoint ainsi les positions de messieurs Sarkozy et Bayrou. Monsieur Le Pen, s'il vous plaît, quelle est votre position à ce sujet? Merci. Je considère que les automobilistes sont littéralement persécutés depuis un certain temps, et qu'il serait normal que, dans le fond, on leur permette de souffler un peu. Et personnellement, ne serait-ce que pour fêter mon élection, je ferai une amnistie de tous les faits qui n'ont pas entraîné de risque de mort ou de blessure. Voilà. Je crois que de temps en temps, il faut aussi faire cesser la chasse à l'automobiliste. Voilà, je crois que c'est... Mais vous vous réjouissez quand même qu'il y ait moins de morts sur les routes parce qu'on a pris des mesures qui permettent quand même... Oui, je ne suis pas absolument sûr que ces mesures soient celles qui sont responsables. Je crois que le port de la ceinture, par exemple, ou des airbags sont des choses qui ont été... L'amélioration des routes sont des éléments beaucoup plus efficaces dans la protection de la santé, mais il est bien évident que la responsabilité de chacun est engagée et que quelquefois les gens prennent des risques qui sont avec l'aide de l'alcool ou du cannabis, exagérés. Vous avez été surpris par des radars, non? Non. Non, jamais? Non, jamais vous respectez les limitations de vitesse. Alors, ceux qui sont ici vous interrogent. D'abord, Hamid Seni, il était venu il y a quelques mois, il y a presque un an maintenant, pendant la crise du CPE. Hamid, alors que des étudiants manifestaient en France pour dire qu'on peut réussir quand on est jeune, mais parfois parce qu'on quitte la France. Hamid, question à Jean-Marie Le Pen. Ma question elle va être assez directe, assez simple. On ne vous entend pas très bien. D'accord, je vais parler plus fort alors. Voilà. Donc moi, ma question, c'est, je suis né en France, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai toujours respecté la France, j'ai toujours respecté sa République, ses lois. Bac plus 5, j'ai essayé de trouver du travail, impossible. J'arrive à l'étranger, comme par hasard, on me renvoie l'image d'un Français, ce qui m'avait énormément surpris, parce que d'après ce que je comprends, je suis un Français issu de l'immigration de plusieurs générations. Et malgré tous mes diplômes, depuis la Suède, j'essaie de trouver du travail en France, j'y arrive toujours pas. Et je trouve beaucoup de travail à travers toute l'Europe. Oui, je dois dire que je sais qu'il y a une grande difficulté d'emploi en France, et en particulier pour les travailleurs ou les cadres issus de l'immigration. C'est vrai. Vous l'expliquez comment ? Et qu'ils souffrent d'une discrimination dont l'origine se situe probablement dans la réputation que répand aussi un certain nombre de trublions,
et qui ne facilite pas cette insertion. Mais il y aurait du travail largement, je pense que ces difficultés seraient levées. Et malheureusement, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail et qu'il y a une discrimination qui se fait par ceux qui préfèrent, ceux qui leur ressemblent à ceux qui leur semblent un petit peu éloignés d'eux. Voilà. C'est choquant aussi pour vous, Monsieur Le Pen, que Hamid soit obligé d'aller à l'étranger trouver du travail. Ce qui est d'ailleurs un cas, parce que lui, c'est peut-être, j'allais dire, difficile, parce qu'il porte un nom. À Hamid, ouais. Hamid, est-ce que vous êtes français ou étranger ? Français. Vous êtes français. Vous n'avez pas la double nationalité. J'ai la double nationalité. Vous avez la double nationalité. Bon, vous savez que je suis adversaire de la double nationalité et je pense que c'est incompatible et qu'il faut choisir. Ce qui ne veut pas dire qu'on devient un ennemi de sa seconde nationalité. Mais disons que c'est intéressant que vous en parlez. C'est assez intéressant que vous en parlez parce que quand j'étais gamin, donc tous les étés, on allait au Maroc. En France, donc j'étais un enfant d'immigrés. Au Maroc, j'étais un touriste. Et en Suède et à Londres, je suis français. Oui. Donc ma double nationalité, moi, jusqu'à mon parcours européen, ça a plus été un handicap qu'autre chose. Oui, je me souviens avoir entendu le roi du Maroc, Hassan II, déclarer qu'un Marocain ne pouvait pas prendre une autre nationalité que la nationalité marocaine. Que cela lui était interdit à la fois par son statut et en partie aussi par sa foi. Mais enfin, on peut... Je ne sais pas, vous utilisez le verbe prendre. Moi, quand je suis arrivé, j'avais 18 ans, on m'a dit, voilà, vous êtes français et aussi marocain. Oui. Non, mais c'est ce que je crois, c'est cet équivoque que je souhaiterais lever, encore une fois, sans aucune acrimonie, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que chacun se sente responsable dans le statut qui est le sien. Voilà, c'est... Alors, Monsieur Nostriano, bonsoir, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes même président de la Fédération du bâtiment des Bouches-du-Rhône. Voilà, question à Jean-Marie Le Pen. Question, je vous dis, le bâtiment est un métier qu'on connaît peu. C'est un métier qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, tant sur le plan technique que sur le plan économique. Les chefs d'entreprise dans mon département et nationalement se mobilisent pour essayer de trouver de la main-d'œuvre et on fait tout ce qui est notre possible pour changer l'image de notre profession, attirer les jeunes dans notre profession, se rapprocher des parents, de l'éducation nationale pour que les jeunes puissent venir travailler dans le bâtiment, qui est un des plus beaux métiers du monde, un des plus anciens, parce que l'homme a voulu toujours se trouver un toit. Alors, tout ce travail que nous faisons de fond pour rapprocher les jeunes, pour attirer les RMistes chez nous, pour apprendre le bâtiment, pour les demandeurs d'emploi, pour les former. Nous avons déjà qui forment les personnes qui ont envie de travailler dans le bâtiment. Et actuellement, nous avons plus de 500 000 logements sociaux à construire. Nous avons un problème malgré tout ça. Dans mon département, nous embauchons 5 500 personnes par an. 4 000 personnes, changement de départ à la retraite, et 1 500 de création d'emplois. Mais il nous manque encore 1 600 personnes. Donc, lorsqu'il y a... Je vous expliquais que nous sommes devant un problème vraiment important parce que nous avons du travail et nous n'avons pas de main-d'œuvre. Alors, comment faire? Quelle est votre explication, monsieur? Vous avez réfléchi à la question. Oui, à bien votre sûr. avis, pourquoi, alors qu'il y a dans votre département peut-être des centaines, en tous les cas des dizaines de milliers de chômeurs, comment expliquez-vous qu'ils ne veuillent pas faire le travail qui est à leur disposition? On ne peut pas obliger un chômeur de venir travailler dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que le bâtiment, c'est un travail technique, où il faut des capacités pour venir travailler dans le bâtiment. De plus en plus, vous savez, on attire les femmes dans le bâtiment. Donc, on ne peut pas dire aux chômeurs, viens travailler dans le bâtiment parce qu'il y a de l'emploi. Parce que la personne ne peut certainement pas avoir les capacités, comme je vous l'ai dit, techniques, de venir. C'est un métier. Dans un stage. Pardon? Elle peut les acquérir. On peut les acquérir, bien sûr. On peut les acquérir dans un stage. On les accueille à bras ouverts, les chômeurs. Oui. Sachez que nous avons employé dans notre département plus de 180 RMistes et 360 chômeurs dernièrement. Donc, il y a un problème de fond. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Permettez-moi, monsieur, de vous rappeler que c'est la profession qui a attiré, avant la guerre et après la guerre, les étrangers, les immigrés. Chez moi en Bretagne, aujourd'hui, tous les entrepreneurs ont des noms italiens, parce qu'ils sont venus comme maçons.
ils n'étaient pas feignants. Ils travaillaient toute la semaine et le dimanche, ils se construisaient leur propre maison à eux. Et après la guerre, j'en ai connu beaucoup, ce soit des patriés, des choses, des Croates ou des Serbes, des gens venant de l'Est. Alors ce que je trouve étonnant, c'est qu'il semble qu'il y ait certaines populations qui trouvent indigne probablement d'elles de pratiquer ce métier. Ou alors, il y a une autre raison, cher monsieur, c'est que ce métier n'est pas payé au prix qu'il vaut. Et je crois que si il n'est pas payé au prix qu'il vaut, eh bien il faut l'augmenter. Ça augmentera les coûts de la construction, mais ceci sera conforme à la justice et à la réalité économique. Car il est inconcevable que dans un pays qui a réellement 4 ou 5 millions de chômeurs, il y ait 500 000 offres d'emploi qui ne soient pas remplies. Mais M. Nesrino, vous employez effectivement des travailleurs étrangers. C'est ça la question. C'est-à-dire que pour combler les vides, si je puis dire, vous embauchez des travailleurs étrangers. Je voudrais répondre quand même à M. Le Pen, de dire que les salaires dans le bâtiment sont mal payés. C'est faux. Il faut savoir que depuis 3 ans, il y a eu 32% d'augmentation dans le bâtiment. Je ne dis pas le contraire. Oui, non, mais c'est important. Je dis que ça ne les attire pas assez. Non, mais alors on fait tout pour les attirer. Alors, travailleurs étrangers, c'est ça? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de travailleurs étrangers, M. Le Pen parlait des travailleurs italiens avant la guerre, croates, serbes, vous aussi, aujourd'hui, vous faites appel à des travailleurs étrangers? Actuellement, dans le bâtiment, 86% des travailleurs sont français, 14% sont étrangers, 7% sont de l'Union européenne, et 7%, il n'y a que 3,8% de Maghrébins, et les autres, ce sont des Espagnols ou des Italiens qui viennent dans le bâtiment. Sachez que le salaire du bâtiment n'a pas vos honte des autres industries. Ils sont peut-être mieux payés, il faut le savoir. Donc, on se pose des questions et on se met en quatre dans notre département et sur le plan national pour trouver de la main-d'œuvre. Mais malgré ce, si nous n'arrivons pas à trouver cette main-d'œuvre, comme je vous ai dit tout à l'heure, monsieur Le Pen, vous irez la chercher à l'étranger. Nous irons la chercher à l'étranger. Mais attention, nous avons une cible, c'est-à-dire d'aller trouver de la main-d'œuvre spécialisée à l'étranger en respectant avec l'administration. Monsieur Le Pen, Et ce faisant, cher monsieur, vous fabriquerez de bons Français. Parce que moi, je pense que le travail est le meilleur moyen d'intégration. Comme c'est prouvé d'ailleurs dans tous les autres pays du monde. Par conséquent, je ne crains pas que vous employiez des étrangers. Je trouve absolument, en revanche, scandaleux que nous payions, nous, avec notre argent, des millions de gens qui n'acceptent pas, alors qu'ils en auraient la capacité physique. Moi, j'ai montré que j'étais capable de faire un certain nombre de métiers. Eh bien, ils auraient la capacité physique de travailler s'ils en avaient besoin. S'ils n'étaient pas entretenus pour certains d'entre eux, eh bien, ils seraient bien obligés d'aller au turbin, comme des générations d'autres ont été avant eux. Par conséquent, je veux bien croire que le bâtiment paye bien, il ne paye peut-être encore pas assez bien. La preuve, c'est que vous ne trouvez pas ici, alors qu'il y a un réservoir extraordinaire de sans-travail, qu'on ne trouve pas de travail. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est probablement, je mets cela sur le dos de l'assistance ou du travail au noir ou de la combinaison des deux, qui fait que certains estiment qu'il est plus utile pour eux d'être chômeurs en faisant quelque chose d'autre que d'aller travailler. Eliane Durand, je crois, on va revenir tout à l'heure. Eliane. Oui, c'est moi. Eliane. Bonjour Monsieur Le Pen. Moi j'ai une question à vous poser sur la retraite. Je suis actuellement à 57 ans en allocation équivalence retraite pour 30 € par jour. Un tout petit peu plus fort parce que moi je vous entends pas bien. Pour 30 € par jour, soit à peu près 900 € par mois. Un fils de 17 ans en maths sup. Sans pouvoir bénéficier de la CMU, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide sociale en dehors de l'allocation logement, sans bénéficier de la bourse de conseil général qui a été supprimée par M. Sarkozy en 2005. Et j'ai demandé l'évaluation de ma retraite en 2010, c'est-à-dire pour mes 60 ans. Et j'ai malheureusement appris que j'allais percevoir la somme de 579 €, moins 9 € de retenue sociale, c'est-à-dire que je vais me retrouver dans 3 ans et demi avec 527 € pour vivre, moi et mon fils étudiant, que je ne pourrais pas aider. Quelle était votre profession? J'étais assistante commerciale. Et j'ai travaillé aussi, il est vrai, à temps partiel, 4 années pour mon fils aîné, 4 années pour le second. Ce qui m'a fait effectivement perdre une certaine partie de mon salaire. Mais vous avez pris votre retraite à 55 ans.
Non, je me suis retrouvée licenciée à 57 ans, donc on ne m'a pas donné le choix d'accepter l'allocation équivalence retraite de 30 € par jour. Voilà. Alors, pré-retraite, il y a beaucoup, hein. Ça c'est une pré-retraite, temps partiel, mais le niveau des retraites. Aujourd'hui, on dit que les retraités sont privilégiés. Les sont un des moyens utilisés par nos dirigeants pour masquer le nombre des chômeurs réels. Parce que ces pré-retraités ne sont pas comptés dans le nombre des chômeurs. Alors ce que je crois, c'est qu'il faut que les Français soient conscients d'une chose, nous tous autant que nous sommes, c'est qu'on ne pourra pas maintenir un système de retraite comme celui que nous avons, même médiocre. Mais chère madame, dans l'agriculture, il est encore plus scandaleusement médiocre, n'est-ce pas ? C'est misérable. Et c'est heureusement qu'il y a dans le fond l'allocation vieillesse qui met tout le monde à égalité, mais qui fait que des gens qui ont travaillé, somme toute, ne tirent aucun bénéfice, ni de leur travail, ni de leur cotisation. Mais il va falloir qu'on admette ou bien qu'on réduise les retraites, et ceci drastiquement, puisque nous vivons 15 ans de plus que nos parents et nos grands-parents. Et que si nous ne faisons pas cela, il faudra travailler plus longtemps. Il faudra un jour l'admettre. Les démagogues qui nous gouvernent n'osent pas vous le dire. Ils n'ont pas osé prendre ce problème à bras-le-corps. Moi, j'ai la franchise de le dire à mes compatriotes, parce que sans la participation des Français, il n'y a pas de chance de redressement. Il faut d'abord regarder la réalité en face et puis ensuite s'y mettre ensemble. Faute de quoi, nous serons tous plus ou moins acculés à la misère. Ouais, si je reviens d'un mot, Monsieur Le Pen, sur les salaires, beaucoup disent le SMIC à 1 500 €. Vous pensez qu'il faut augmenter le SMIC à nouveau ? Et à combien ? Non, je pense qu'il ne faut pas toucher au SMIC proprement dit. Mais je pense que je proposerai dans un discours qui va avoir lieu ces jours-ci, vous allez nous le dire tout de suite comme ça, une allocation supplémentaire de 200 € par, par transfert des cotisations salariales, n'est-ce pas, prise en charge par l'État. Je crois que la prise en charge par l'État des cotisations salariales, des salaires jusqu'à même 2 fois le SMIC, n'est-ce pas ? Ça correspond à près de 15 millions de travailleurs. Eh bien, est de nature, je pense, à constituer un élément de démarrage ou de redémarrage de l'économie. Alors, question de Catherine au téléphone, avant de continuer avec ceux qui sont là avec nous en plateau. Catherine ? Oui. Eh bien bonsoir. voilà, nous vous écoutons. Bonsoir. Alors je m'adresse à qui ? À Monsieur Le Pen ? Bah oui, parce que moi je peux pas vous répondre. D'accord. Alors écoutez, Monsieur Le Pen, bonsoir. Bonsoir. J'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants en bas âge, de 2 ans, 4 ans et 8 ans. J'ai un travail à temps plein, soir et week-end compris, c'est d'élever mes enfants. Est-ce que si vous êtes élu président, vous comptez mettre en place un salaire et une retraite pour les femmes qui sont, par leur sacrifice, dirais-je, contribuent à l'avenir de la nation ? Absolument. Vous êtes tout à fait, si j'ose dire, dans le cadre de l'épure. Je pense que nous connaissons la situation difficile que connaît la France actuellement, parce que nous n'avons pas fait l'effort de nous préparer, de faire suffisamment d'enfants et de donner à la famille les moyens d'assumer ses responsabilités toujours de plus en plus lourdes. Or, nous proposons, nous, un salaire parental, n'est-ce pas ? Oui. équivalent au SMIC, avec la possibilité, ce qui peut être pour le père ou pour la mère de famille. Il y a maintenant des familles où c'est le père qui garde les enfants à la maison, mais généralement, c'est la maman. Et une retraite correspondante à le temps passé à l'éducation des enfants. Car je considère que l'aggravation de la délinquance juvénile en particulier est liée au fait que les enfants sont de moins en moins élevés dans le cadre de la famille au moment où les comportements sociaux s'acquièrent par le mimétisme. Mais vous n'êtes pas pour les femmes au travail, Monsieur Le Pen. Comment ? Vous n'êtes pas pour les femmes au travail, Monsieur Le Pen. Vous n'êtes pas interdit à vos filles de travailler, donc madame, ça va. Je suis, moi, pour la liberté. Mais je suis aussi pour la liberté de celles qui pensent que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est d'assurer l'avenir de leurs enfants. D'en avoir d'abord et d'assurer leur avenir. Et je dis que celles-là ne doivent pas être défavorisées par rapport à celles qui choisiront de prendre un métier. D'ailleurs, on peut très bien élever des enfants, puis reprendre un travail. Et il doit être prévu d'ailleurs des stages qui permettent de le faire, des stages de transition, mais aussi que les années passées dans le cadre de la famille
concourt à la retraite que l'on gagne dans l'exercice d'un autre métier. Donc, du niveau du SMIC avec une retraite. Question de Marc, toujours au téléphone. Marc, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Le Pen. Bonsoir, Madame Chabot. Bonsoir. Dans ma question, je poserai donc sur les délocalisations des sociétés à l'étranger, et notamment dans les pays non européens. Au point de vue des sociétés, nous avons perdu beaucoup d'emplois dans le textile, dans les centres d'appel téléphoniques, etc., etc. Et je voulais savoir comment on peut concurrencer des pays comme la Chine, qui construisent des matières premières, des produits à 10 centimes d'euros et qui seront vendus dans nos pays à 50 euros, etc., etc. Comment peut-on faire revenir les emplois en France et interdire les sociétés de délocaliser ailleurs? Voilà, merci. En concédant notre souveraineté à l'Europe, nous avons abandonné nos frontières. Nos frontières intérieures n'existent plus. Mais l'Europe n'a pas garanti les frontières extérieures. Et les accords de l'OMC aboutissent en fait à faire de l'Europe un espace complètement libre, dans lequel entrent librement et sans payer, en quelque sorte, les matières, les produits de pays qui n'ont pas les mêmes coûts que nous. Nous avons des coûts qui sont, nous, terriblement alourdis par le fisc, par les pressions fiscales et par les pressions sociales. Ce n'est pas le cas des Chinois, où on fait travailler non seulement les enfants, on fait travailler les gens 14 ou 15 heures par jour, on fait même travailler les prisonniers politiques qui sont en prison par centaines de milliers. Il n'est pas possible de résister à cela. Ce n'est pas possible. Et si nous continuons comme ça, ou nos entreprises déposeront tout le bilan, ou seront contraintes de délocaliser pour survivre. Pour cela, il faut retrouver la souveraineté de nos frontières. Il faut rétablir nos frontières nationales, puisque l'Europe est incapable de les défendre, et à ces frontières, comme cela se faisait des décennies et des décennies auparavant, percevoir des droits de douane qui équilibreraient en quelque sorte les coûts. Et nous proposons, nous, un système de douane moderne qui ouvre aux exportateurs, ceux qui exportent chez nous, la possibilité d'utiliser les droits de douane perçus pour acquérir des biens chez nous, c'est-à-dire pour acheter chez nous. Et je pense qu'avec ce système-là, mais cela postule bien évidemment que nous retrouvions, par rapport à l'Union européenne notre souveraineté, notre liberté. Ça veut dire sortir de l'Europe, alors ça veut dire sortir de l'Europe. Le Conseil d'État vient de reconnaître la supériorité des directives européennes sur les lois françaises. Sachez que 80% des lois françaises, qui s'appliquent en France, sont faites à Bruxelles. Monsieur Le Pen, la logique, c'est de sortir de l'Union européenne. Écoutez, en tous les cas, moi, si je suis élu, j'entrerai immédiatement en discussion avec les partenaires de l'Union européenne, laquelle, comme vous le savez, est en panne depuis que les Français et les Hollandais ont refusé massivement de se courber dans le moule de l'Europe fédérale, n'est-ce pas? Bon, par conséquent, on entrerait en négociation. Est-ce que l'Europe est en mesure de nous rendre une part de nos responsabilités, de notre souveraineté? Ce que je peux dire, c'est que si ces négociations n'aboutissaient pas, eh bien la France n'irait pas au précipice avec l'Europe. Nous avons le devoir de survivre. D'ailleurs, je pense que ces négociations aboutiraient parce qu'il est évident que l'Europe ne peut pas se passer de la France, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Donc vous pensez que les 26 plieraient? Pardon? Au fond, les 26, nos 26 partenaires diraient la France a raison. Mais les sentiments que j'ai sont partagés dans de nombreux pays. Et je voudrais rendre tout le monde attentif à la divergence fondamentale qui existe entre l'opinion des dirigeants, notamment à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne. 92% des politiciens européens étaient en faveur du oui, dont nos trois, Mme Ségolène Royal, Sarkozy et Bayrou. 55% des Français ont été contre. Ils étaient de mon côté, ces Français-là. Ils n'étaient pas du côté des dirigeants politiques français. Voilà, je constate cela. Eh bien, on en tire la conclusion. Or, M. Sarkozy veut, en passant par derrière,
refaire voter cette Constitution, non pas par référendum, parce que là, il sait qu'il serait battu, mais par le Parlement, c'est-à-dire par l'Assemblée et par le Sénat, qui, eux, sont acquis à cette formule. Mais on ne fera pas l'Europe contre les peuples, on ne fera pas l'Europe contre eux, et on ne fera pas l'Europe contre la volonté des Français. Alors, Jean-Luc qui est là. Bon, vous avez 45 ans, vous êtes célibataire, vous allez nous dire un peu comment vous vivez. Est-ce que je peux dire que vous faites un peu partie de ces Français qui sont un peu à bout, au bout? Très déçus. Qui sont, pardon? Très déçus. Très déçus, oui. Par tout le monde? Oui, parce que disons que je suis adhérent, je suis un militant, quoi. Vous avez été militant à l'UMP, c'est ça? Oui, voilà, et je suis très déçu, quoi. Voilà. Chaque fois, on voit la balle, on me promet ceci, on me promet cela, quoi. Tout ça, pour moi, c'est du vent, quoi. Et en plus, je cherche un emploi, je suis agent de sécurité. Chaque fois, on convoque, non, vous êtes trop vieux, ou voilà, le problème est là, quoi. Moi, je trouve que c'est pas normal, tout ça. Qu'est-ce que vous attendez? On va demander à Jean-Marie Le Pen ce qu'il peut penser. Vous êtes, je sais pas, vous allez dire que vous n'avez pas voté pour Jean-Marie Le Pen, pour l'extrême gauche, pour le PC demain? Je ne sais pas encore voter, je ne sais pas. Tellement que je suis déçu dans la politique, je ne sais pas si je vais aller voter ou quoi. Mais je pense qu'il faut des changements, déjà à la France, quoi. Il faut beaucoup de changements. Déjà les 35 heures, déjà, ça nous a mis carrément dedans, je crois. Avant, tu avais moins de chômage quand tu avais plus de 35 heures. Maintenant, c'est... Comment on vit avec 650 € par mois, c'est ça? Oui, très difficile. Très difficilement. Chaque fois qu'on va un peu convoquer une fois par mois, on va un peu, on nous convoque, ça dure 5 minutes. Et vous êtes convoqué à la NPE, c'est ça, une fois par mois, c'est ça? Non, tous les mois, une fois par mois. Ça dure quoi, 5 minutes, ils te convoquent, ils tapent, pour repartir, ça y est. Voilà, quoi. Et comment vous vivez? Vous avez un logement? Non, je vis avec mon père, qui a 70 ans, quoi. La maison n'est pas à nous, on est locataire, mais le jour qu'il vient à mourir, je me retrouve à la rue, quoi. Donc moi, c'est pas normal, tout ça, moi, je dis. Alors, Jean-Marie Le Pen. Mais oui, écoutez, moi, je trouve que c'est révoltant, c'est révoltant que nous passions dans le monde pour un pays qui compte parmi les plus riches du monde et que nous soyons incapables de donner du travail à nos travailleurs et incapables de fournir des retraites qui permettent de vivre décemment, incapables de protéger les emplois. Souvenez-vous tout de même que nous avons perdu 3 millions d'emplois industriels, nous avons perdu 2 millions d'emplois agricoles, nous avons perdu 1,5 million d'emplois d'artisans et de commerçants, mais où allons-nous? Nous allons évidemment dans le mur. Et quand allons-nous nous arrêter? Alors je sais bien que mes concurrents disent « mais ça c'était avant, ne regardez pas derrière, tout ça c'est... » Non, regardez devant, l'espoir est devant. Et moi je pose la question, comment pourrez-vous faire, vous qui êtes les responsables de cette politique, comment pourrez-vous faire demain ce que vous n'avez ni su, ni voulu, ni pu faire hier? Alors je dis aux gens, moi, essayez-moi. Peut-être que je ne ferai pas mieux, mais en tous les cas, je ne ferai pas pire, alors, ça c'est sûr. Je vais vous poser un problème au-delà du logement. Est-ce que vous croyez au droit opposable au logement proposé ou voté? Écoutez, sincèrement, quand vous savez ce que sont les tribunaux, vous pensez sincèrement que le malheureux qui n'a pas de logement va être capable d'entreprendre... Alors, qu'est-ce que vous faites pour le logement? Une action judiciaire contre l'État. Comment va-t-il trouver un avocat? Il ne sait même pas où on les trouve. Comment va-t-il le payer? C'est évidemment invraisemblable. Et je dis que M. Borloo peut continuer à faire des logements. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le logement, en France, il est attribué selon des critères sociaux égalitaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence nationale. Vous savez que chez nous, la préférence nationale est interdite. C'est presque un délit ou un péché. Bon. Eh bien, quand Bitru, qui attend, Smicard, qui attend depuis déjà 10 ans d'avoir un appartement pour lui et sa femme et ses 3 gosses. Eh bien, il y a toujours à un moment donné une famille kurde qui arrive à poil avec 5 enfants et qui bénéficie prioritairement du logement. Par conséquent, le dossier de Bitru est reporté à une date ultérieure et ainsi de suite, puisque les gens qui arrivent non logés, bien sûr, eh bien, on doit les loger. Envoyez-vous, en effet, dans la rue de ces millions d'immigrés entrés depuis 30 ans, envoyez-vous qu'ils ne soient pas logés. Eh bien, ils sont logés, mal logés, entassés, je vous l'accorde, quelquefois par des solidarités familiales, d'ailleurs, dans le cul-de-sac de nos banlieues, mais ils ont un logement.
alors que les gens qui aspirent à changer de logement, et c'est nécessaire pour éviter ces transports qui durent des heures et qui ruinent la vie. On a 4 heures ou 5 heures de loisirs dans la vie et ils sont employés par le transport. Moi, j'ai des secrétaires qui font 2h30 de voiture pour venir le matin au travail et 2h30 pour repartir 5 heures tous les jours pour travailler. Eh bien, si le logement était facile, eh bien, elles viendraient près de leur travail. C'est ce qui n'est pas possible. Et c'est pour ça que personne ne veut prendre ça à bras le corps. On reste prisonnier de nos législations soi-disant sociales, soi-disant égalitaires. J'entendais tout à l'heure, j'étais tout à l'heure en face de monsieur Douste-Blazy qui disait, mais écoutez, l'immigration, monsieur Le Pen, c'est irrésistible. On ne pourra rien faire. Ils viendront de plus en plus nombreux. Nous devrons nous en accommoder. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire, m'a-t-il dit. Il faut que nous engagions notre argent pour améliorer le sort des gens en Afrique, en Asie, en Amérique. Et j'ai dit, mais on va les payer avec quoi? Avec nos poux? Avec nos dettes? On a déjà 2500 milliards de dettes. C'est ça qu'on va offrir pour investir en Afrique? Mais on rêve, là. Alors, question d'Amaury Éloi. Amaury Éloi, que j'ai perdu. Je suis là. Il est là. Ben voilà, vous êtes juste devant, c'est pour ça que je ne vous voyais pas. Question. Bonsoir. Vous avez créé une entreprise, donc allez-y. J'ai créé une entreprise de 70 personnes et je trouve que c'est formidable d'être entrepreneur, mais c'est déjà beaucoup d'énergie et je me posais la question suivante. Gérer les Français, 60 millions de personnes, amener un pays vers l'avenir, c'est beaucoup d'énergie, car j'imagine que quand on est président de la République, quand on est aux manettes, on est dans l'action, on n'est plus dans le verbe. Et donc je me pose la question suivante. Vous avez 78 ans. Et presque toutes mes dents. Et presque toutes mes dents. Enfin, toutes vos dents. Je ne m'attendais pas à celle-là. Comment est-ce que vous pouvez légitimement être le candidat de l'avenir, premièrement? Oui. Quelle est votre vision de la France à 5 ans sur des problèmes concrets? Et deuxièmement, comment allez-vous faire pour travailler 18 heures par jour, 7 jours sur 7? Parce que j'imagine que quand on est le premier Français, quand on est président de la République, ça nécessite beaucoup d'heures de travail. Et cher monsieur, c'est ce que je fais depuis 50 ans, sans bénéficier des aides que peut trouver un président de la République. Je voudrais vous citer un exemple. Il y a 100 ans, Clémenceau avait près de 80 ans, il était président du Conseil, c'est lui qui a gagné la guerre, c'est le père de la victoire, et il allait visiter les poilus dans les tranchées. Oui, il y a 100 ans. On est en 2007. Et nous avons gagné 15 ans de vie depuis. Vous n'êtes pas étonné de voir un certain nombre de nos grands chanteurs sur les planches à 75 ans ou 80 ans ou 85 ans comme certains d'entre eux. Vous n'êtes pas étonné de voir des artistes de cinéma tourner à 90 ans. Par conséquent, si je fais cela, cher monsieur, si je fais cela, moi j'ai été chef d'entreprise aussi pendant 30 ans. Si je fais cela, c'est parce que je m'en crois la force. Un jour, un de vos collègues dans son bureau m'a dit, mais Jean-Marie Le Pen, comment gardez-vous cette forme? Ben, je lui dis, écoute, je fais 50 pompes le matin, je fais 150 abdominaux, il me dit, j'ai enlevé ma veste, et dans son bureau, j'ai pompé 50 pompes, il a essayé d'en faire, mais il en a fait 5 et il est tombé sur le ventre. Bon, eh bien, c'est vrai qu'en faisant des pompes, je me suis plus en forme. Et puis j'ai la chance, j'ai cette chance-là. Mes parents sont morts accidentellement, malheureusement, jeunes, mais mes grands-parents sont morts il y a près de 100 ans. Ils sont morts, mes grands-mères à 85 ans et mes grands-pères à 75 ans. 80 ans de moyenne, j'ai pas encore passé la rampe et j'ai encore 15 ans de vieux. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas trop pour moi. D'ailleurs, si je mourais à la tâche, en quelque sorte, je serais remplacé, n'en doutez pas. Et si je ne me sentais pas la force d'aller, eh bien je dirais, tant pis, je vais faire autre chose. J'ai encore tellement d'autres choses à faire, mon Dieu, que je me passerai de ça, tant pis. J'aurai le cœur brisé, mais je le ferai. Je n'attendais pas une autre réponse de votre part. Mais sur le thème de l'avenir, parce qu'au quotidien, par exemple... Pourquoi voulez-vous que je n'ai pas une vision d'avenir? J'aimerais savoir quelle est votre vision de l'avenir. Je n'ai cessé d'en avoir une. Je n'ai cessé de regarder plus loin que mon nombril. Auquel cas, on ne voit que ses chaussures. Pour regarder au loin ce qui allait se produire. Quand je devine que Ségolène Royal, il y a 4 ans, va être candidate, comment ça se fait que moi, je l'ai deviné et pas les autres? Vous auriez dû prévenir le Parti Socialiste, Quand j'ai dit que l'immigration, que l'insécurité, que le chômage allait nous amener à la ruine, on dit, oh, il exagère, Le Pen, c'est un extrémiste, etc. Mais c'est pas du tout comme ça. Il chevauche sur les peurs, c'est les boutiques du Front National. Non, j'avais raison. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, mes concurrents parlent comme moi. J'ai une vision de l'avenir. Mais je dis qu'il ne peut pas y avoir de l'avenir pour la France
contre la notion de nation et contre la notion de patrie. Alors voilà justement, ce que je crois. Je ne crois pas à l'État, au super-État européen, et je ne veux prendre de la mondialisation dans mon entreprise, que ce qui nous est pour parler utile. d'un exemple concret, Pardon. Dans mon entreprise, pour parler d'un exemple concret, on est 70 personnes, il y a la diversité, parce que la France, c'est la diversité, c'est une réalité. Je ne choisis pas les collaborateurs avec lesquels je travaille en fonction ni de leur âge, ni de leur couleur de peau. Je les choisis en fonction de leurs compétences. Parce que la France, c'est un pays de diversité. Et deuxièmement, je me bats tous les jours par rapport à des concurrents français, mais principalement par rapport à des concurrents étrangers, parce qu'on est dans une mondialisation, c'est un état de fait, on ne peut rien faire contre ça. C'est bien de prendre des références d'il y a 100 ans, mais ma question justement, elle est sur l'avenir. Comment est-ce que vous allez emmener la France vers l'avenir par rapport à cette réalité ? Même, puisque vous faites allusion à cette diversité, même quand le problème ne se posait pas sous cette forme aiguë, quand j'ai été élu la première fois député, il y a plus de 50 ans, mon deuxième de liste était noir. Il était même héros de l'Union soviétique. Il s'appelait Roger Sauvage, il était pilote de Normandie-Niemen. Je n'ai pas né encore. J'étais partisan de la diversité. C'était un Français comme moi. Je le prenais comme moi au bureau politique du Front National. Il y a des représentants, il y a des Juifs, des Arabes et des Noirs. Et ça ne pose pas de problème. Mais on ne s'en rend même pas compte. On n'en tient pas compte. Mais je dis simplement que si on continue dans la voie dans laquelle nous sommes, nous héritons d'une situation. Nous ferons face à cette situation. Mais nous n'allons pas la laisser s'aggraver, parce que si nous la laissons s'aggraver, nous disparaîtrons. Et avec elle, nos libertés, notre sécurité, notre prospérité. Voilà ce que je crois. Encore une fois, il n'y a pas dans mon propos de discrimination, encore que je pense qu'en France, pas vous, employeurs, vous employez les gens qui sont à votre disposition s'ils ont conformément à la loi. Mais pour les dirigeants de la France, je trouve extravagant que l'on n'applique pas le principe de la préférence nationale. Nous sommes quand même chez les Français. Ils sont chez eux. Ils ont plus de droits que d'autres. Car si vous allez en Angleterre, ou aux États-Unis, ou au Brésil, vous verrez bien si vous avez les mêmes droits que les ressortissants de ces pays. Parce que ma femme est brésilienne, justement, et j'ai vécu au Brésil, et ce que vous dites est faux, monsieur Le Pen. Et vous aviez les mêmes droits que... Mais bien sûr. Comment ? Parce que vous étiez le mari d'une Brésilienne. Pas forcément. Mais si vous êtes un étranger, vous n'avez pas les mêmes droits au Brésil. C'est ce que vous voulez faire croire. Beaucoup de questions webcam. À nouveau, questions posées sur plein de sujets, c'est différent et tout le monde appelle ou envoie un message. J'aurais aimé connaître la position du Front National sur l'homosexualité, et également ce que pense Monsieur Le Pen du pacte et du mariage entre personnes du même sexe. Alors le pacte, c'est ce que vous supprimez le pacte. Il n'y a pas de police de la braguette au Front National. Ce qui signifie qu'on ne s'inquiète pas de savoir quelles sont les mœurs sexuelles des uns ou des autres. Et vous êtes pour le Pacs ? Vous supprimez le Pacs si vous êtes élu ? Non, je n'étais pas partisan du Pacs, mais toute chose égale, et une fois le Pacs s'étant développé, en particulier pas seulement avec les homosexuels, avec d'autres gens, il apparaît que ce pacte civil rend un certain nombre de services et que je ne vois pas pourquoi, a priori, on le supprimerait. Il n'y a pas d'avantage à le supprimer. En revanche, je suis contre le mariage homosexuel et bien évidemment contre l'adoption d'enfants par les homosexuels, quelles que soient les difficultés sentimentales que cela provoque chez eux. Il faut bien qu'il y ait une règle. Moi, je crois à cette règle et je l'applique. Autre question ? Monsieur Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Que comptez-vous faire en matière d'emploi pour les personnes de plus de 50 ans ? Je vous remercie. Oui, madame, de racisme j'ai même pensé à plus de 45 ans parce que je pense qu'un certain nombre d'emplois, en particulier, nous allons avoir besoin de recruter du personnel supplémentaire dans le domaine de la justice. Nous n'avons pas suffisamment de magistrats et je crois qu'il y a intérêt à développer. Eh bien, je pense que, ou bien ce supplément d'embauche dans le ministère de la Justice devra être fait par le transfert d'un certain nombre de fonctionnaires qui seraient libérés par des économies dans d'autres ministères, sinon par le recrutement de ce que j'appelle, excusez-moi, les seniors. C'est difficile de se compter senior à partir de 45 ans, mais c'est ainsi que les Français et Françaises sont considérés. À partir de 49 ans, on vous dit, mon vieux, on ne peut plus vous embaucher. À l'âge que vous avez, pensez donc, vous allez avoir 50 ans, c'est pas possible. Et moi, je propose que les seniors, il leur soit proposé un certain nombre de métiers, de fonctions qui leur seraient réservés. Parce que moi, je pense que nous devons nous préparer,
si on en a la force, si on est handicapé, si on est fatigué par certains métiers particulièrement difficiles, qu'on parte à la retraite plus tôt, ça ne me choque pas du tout. Mais qu'en revanche, ceux qui peuvent travailler doivent être encouragés à le faire, et on doit pouvoir travailler dans l'état actuel des choses, jusqu'à 70 ans en tout cas, au moins jusqu'à 65, revenir au moins à la norme qui est sur celle la base du volontariat quand même, sur ceux qui veulent. Tous les pays, mais oui, chacun fait ce qu'il veut. Nos instituteurs récents nous ont appris qu'on pouvait vivre avec des savates, des blue jeans effrangés et des chemises sales, sans rien faire, en écoutant de la musique. Eh ben tant mieux, il y a des gens qui veulent faire ça, bravo, mais je me refuse à les subventionner. Voilà, il faut qu'ils trouvent, je ne sais pas comment, mais le moyen de faire ça. Mais si ils veulent vivre décemment, s'ils veulent fonder une famille, élever leurs enfants, et Dieu sait si ça coûte cher, eh bien ils devront travailler. Mais moi je ne considère pas le travail comme une charge. Je considère ça, moi je ne me suis jamais imaginé sans travailler. J'ai vécu dans un monde où le travail était une chance. Beaucoup de chômage. Non, il y a eu du chômage à un moment donné. Dans l'avant-guerre, dans l'immédiate avant-guerre, il y a eu aussi du chômage. Eh bien, le chômage est dramatique. Et je crois que tout le monde doit espérer avoir un travail et remplir une fonction, une mission, gagner comme cela sa vie, sa dignité, son honneur. On n'est pas au crochet des gens, on vit et on fait vivre. C'est ça la dignité du travailleur. Alors, Alain Duhamel va nous rejoindre pour vous demander justement quelle France vous imaginez, quelle France vous souhaiteriez diriger. Mais d'abord, je voudrais vous demander simplement, Jean-Marie Le Pen, d'écouter. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous pouvons porter haut et fier ce beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez le tambour à vos amours pour le pays. Battez le tambour pour le pays. C'est nous les Africains. Alors, de toute évidence, ils n'ont pas l'habitude de la chanter, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça vous a touché qui chante cette chanson? C'est le film Indigène, d'ailleurs il est bientôt sans doute récompensé peut-être aux Oscars. Il est nommé, comme on dit, pour le meilleur film étranger. C'est un film qui fait leur place, évidemment, aux Français d'Algérie, qui étaient à ce moment-là les Kabyles et les Arabes, et qui passent un peu rapidement sur les Pieds Noirs, qui constituaient quand même pratiquement la moitié du corps expéditionnaire de l'armée d'Afrique. Mais ça vous a touché? C'est bien, mais ça, c'est peut-être un peu limité. Voilà. Ça vous a touché qu'ils osent chanter, reprendre ce chant à Cannes, mais tout ce qui rapproche les gens de la France, moi, me plaît. Alors, Alain Duhamel. Alors, je voudrais d'abord, bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour Monsieur Duhamel. Je voudrais d'abord deux clarifications. En vous écoutant depuis tout à l'heure, vous avez parlé des 10 millions d'immigrés qui sont en France. Bon, ils sont en France maintenant. Est-ce que vous avez quelques moyens que ce soit de changer quoi que ce soit à cette situation ? Oui, j'ai deux moyens. J'ai d'abord le moyen de faire qu'ils n'en rentrent pas plus. Non, mais ça, je vais y venir. D'accord, ça c'est le premier point. Qui sont là, ceux qui sont là, eh bien, j'ai au moins le moyen de leur poser un jour, si je fais supprimer la double nationalité, la question de savoir quelle nationalité ils choisissent. Et s'ils choisissent la nationalité française, ils seront français, avec les droits et les devoirs. Et s'ils en choisissent une autre, ils seront des étrangers respectés dans leurs conditions d'étrangers, mais devant, en tous les cas, assumer eux-mêmes leur propre subsistance et leur propre statut social. Alors, le statut social privilégié étant, selon moi, réservé aux Français. Alors, vous dites très souvent que votre objectif, c'est d'arriver à un système d'immigration zéro. Bon, il y a beaucoup... peu importe 0,5, mais peu importe la formule, c'est pas ça la question. La question est que beaucoup de pays industriels comme la France essayent de limiter l'immigration. Tous, pratiquement. Et qu'aucun n'y arrive. Alors, quelle est la recette Le Pen ? Alors, parce qu'ils ne prennent pas la bonne méthode. Non, vous allez le dire. Je crois qu'il faut couper les pompes aspirantes. Il faut qu'à l'étranger, l'on sache que la France n'a plus les moyens d'entretenir les gens qui viendraient chez elle et qui croient que le pays est le pays de Golconde, qui croient qu'en arrivant en France, on a réglé ces problèmes et qu'on sera pris en charge. Donc, concrètement... Eh bien, je vais leur dire, nous n'avons plus les moyens de faire cela. Et donc, si vous venez en France, vous ne trouverez
trouverez pas ce à quoi vous vous attendez. Dans ces conditions, il vaut mieux essayer de faire votre avenir dans votre pays. La France peut l'y aider, à condition d'avoir réglé elle-même ses propres problèmes. Elle peut y aider, mais c'est d'abord sur vous que vous devrez compter. C'était même cela qui était l'essence de la volonté d'indépendance. Quand ces pays ont estimé qu'il fallait secouer ce qu'ils disaient être le joug du colonialisme et qui était responsable de tous les maux de ces pays, de leur pauvreté, etc. Depuis 30 ans, 40 ans, ces pays sont maintenant indépendants. Il faudrait qu'ils fassent la démonstration qu'ils sont capables eux-mêmes de se débrouiller. Mais ça, concrètement, c'est tout à fait raisonnement. Concrètement, ça ne change rien à rien. C'est-à-dire ceux qui auront envie de continuer à essayer de venir par les moyens qu'ils trouveront, légaux ou illégaux, continueront à le faire. Mais ils ne bénéficieront d'aucun avantage social, cher monsieur. Alors qu'actuellement, je pourrais vous dire qu'il y a 7 mesures sociales en France qui sont strictement réservées aux clandestins, c'est-à-dire aux délinquants. Les gens qui entrent chez nous, contrairement à la loi, peuvent bénéficier de 7 systèmes... Alors justement, à propos des clandestins, il y a eu beaucoup de gens qui ont été émus par la situation des enfants scolarisés de couples en situation irrégulière. Bon, vous, qu'est-ce que vous en faites ? Je pense que les enfants doivent suivre le sort de leurs parents. Parce que utiliser les enfants pour maintenir les parents qui seraient dans situation illégale, c'est un chantage que je n'accepte pas. Voilà. Il y a peut-être des gens qui se laissent tenter par cette facilité. En effet, c'est plus agréable d'avoir le cœur tendre que de faire son devoir. Le devoir, c'est quelquefois exigeant. Moi, j'ai une hiérarchie. Donc les enfants en question, vous les renvoyez ? Avec leurs parents, bien sûr. Je ne vais pas les renvoyer tout seuls. Les parents partiront, ils sont venus avec leurs enfants, ils repartent avec leurs enfants. Alors, vous parlez souvent de la crise de l'identité française. Quelles sont... Oui, ben, je vous lis, je vous écoute. Bon, si vous avez des solutions Pour la crise de l'identité française, vous avez des solutions. Il faut redonner à la qualité de français un certain nombre d'avantages qui, évidemment, fondent le goût, l'envie, la fierté d'être français. En prenant une comparaison, les maires qui ne donnent pas leur signature, on dit, mais écoutez, pourquoi je vous donnerai ma signature ? Qu'est-ce que ça me rapporte à moi ça, à part des ennuis ? Eh bien, en effet, pour l'instant, la qualité de français, ça rapporte surtout des ennuis à nos compatriotes. Alors, il faut que la qualité de français leur amène un certain nombre d'avantages moraux, physiques. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose pour essayer de faire face à cette crise ? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose, soit de rétablir le service militaire, soit de rendre un service civique obligatoire pour donner un sentiment de solidarité ? J'ai une autre proposition à faire qui est... Mais vous répondez quand même à la mienne. Oui, mais enfin, oui, c'est tout de même. C'est pas obligatoire, c'est pas un carcan. Attendez, vous me parlez du service, je vais vous répondre service. D'accord. Je suis partisan d'un service militaire volontaire de 6 mois, assorti d'un certain nombre d'avantages, en particulier pour l'accession dans les services publics. Je pense que quelqu'un qui aura donné 6 mois de sa vie pour apprendre à assumer ses responsabilités militaires élémentaires doit pouvoir bénéficier d'un certain nombre de points supplémentaires dans les concours de la fonction publique. Je pense que ce service militaire volontaire, qui pourrait être étendu, qui doit permettre aux gens éventuellement d'entrer dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, dans toutes sortes de fonctions publiques, eh bien, constituera une garde nationale dont notre pays a besoin, surtout s'il recouvre la responsabilité de ses frontières. Je pense que, comme dans d'autres pays, eh bien, la jeunesse peut être encouragée, aussi bien masculine que féminine, dans ce genre-là, cette formation militaire, pouvant d'ailleurs déboucher par la suite sur des stages plus ou moins spécialisés d'infirmerie, de pompiers, de tas de services sociaux civils. Pendant ce qu'on a appelé la crise des banlieues, les échauffourées dans les banlieues en tout cas, pendant cette phase-là, si vous aviez été au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait d'autre que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy ? Sincèrement, je crois que j'aurais fait autrement. Sincèrement, je n'aurais pas laissé le désordre s'installer dans les villes, dans 300 villes différentes, n'est-ce pas, au détriment des populations, parce qu'il faut bien savoir tout de même que ces trublions, appelons-les par leur nom, représentent 0,5% des populations de banlieue.
et que 99%, alors, quel moyen 5% des gens qui sont en banlieue ont souffert de ces événements et continuent d'en souffrir à cause de la réputation qui a été donnée. Quel moyen, monsieur Le Pen? J'aurais fait maintenir l'ordre. Voilà. Mais comment? Maintenir l'ordre. C'était aussi ce qui a été tenté. J'aurais sifflé la fin de la récréation. Car voyez-vous, il y a quelque chose qui m'a... Et en prenant un minimum de risque, mais enfin, il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas eu un manifestant de blessés. Il y a eu en revanche 250 policiers blessés. De là, je tire la conclusion que probablement on avait réservé les coups consécutifs au contact seulement aux fonctionnaires de police. En ce qui concerne l'intégration, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème particulier d'intégration avec soit les Français de confession musulmane, soit les personnes de confession musulmane arrivant en France, ou pas? Je ne crois pas que l'islam soit un obstacle d'irriement. Je ne crois pas non plus qu'il faille favoriser l'islam au détriment d'autres religions, ni lui donner un statut particulier. Je crois que la religion est une affaire privée et nous sommes dans une république laïque qui doit s'interdire toute aide aux religions. Les religions sont le fait et doivent être soutenues par les croyants. Moi, j'ai de l'estime et du respect pour les croyants. Concrètement, monsieur Le Pen. Mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi la France devrait modifier son paysage, ses habitudes, ses coutumes pour faire une large place à une religion, disons, pas récente, parce qu'il y a des musulmans en France depuis des décennies, voire même depuis des siècles. Bon, j'ai été député du quartier latin, il y avait une implantation algérienne au quartier latin depuis le XVIIe siècle. Monsieur Le Pen, est-ce que ceux qui pensent qu'il faut aider les musulmans à construire des mosquées en France, ceux qui pensent que l'État doit les aider, ceux qui pensent que l'État doit former des imams pour essayer d'arriver à un système d'islam de France, quel que soit son nom, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Je crois que ce n'est pas le rôle de l'État. L'État français est laïque et il doit s'interdire toute immixtion dans les religions. Si les mosquées correspondent à un désir, à un besoin, eh bien, les musulmans feront ce que les chrétiens ont fait pendant des siècles dans ce pays. Ils construiront eux-mêmes leurs mosquées, comme nous avons construit nous-mêmes nos cathédrales ou nos basiliques. Monsieur Le Pen, un certain nombre de gens sont favorables à ce que les étrangers, pas spécialement les immigrés, les étrangers en situation régulière puissent voter aux élections municipales, à condition, bien entendu, d'acquitter toutes les conditions pour le faire. J'y suis tout à fait hostile. Alors pourquoi ? Parce que je considère que c'est une prérogative qui appartient exclusivement aux citoyens français. Vous ne pensez pas que ça aiderait à l'intégration ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut mériter cela avant. Je crois que cette intégration se fait, je crois, par le travail, par l'observance des lois, par la participation à la vie sociale du pays, mais pas la vie politique. La vie politique, c'est une prérogative essentielle du citoyen. Alors, dernière question. Quelles seraient les idées de Jean-Marie Le Pen pour faciliter l'intégration de ceux qui sont en situation régulière ? D'abord, faire cesser la vague migratoire actuelle. Maintenant, on arrête, n'est-ce pas ? Avec la charge que nous avons, ce que vous nous disiez, c'est largement suffisant pour occuper quelques décennies de travail. Pour ceux qui sont là. Pour ceux qui sont là, je pense qu'il faut que... la meilleure manière de les intégrer serait de leur donner du travail, s'ils le souhaitent, n'est-ce pas ? Et en tous les cas, ils devront le souhaiter parce qu'ils n'auront pas le moyen de vivre sans travailler. Personne n'a le moyen de vivre sans travailler. Et je crois que, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis, où la situation est un peu différente, parce que les immigrés aux États-Unis sont majoritairement des catholiques, n'est-ce pas ? Ce sont des hispaniques qui n'ont pas cet obstacle de la différence assez sensible quand même de la religion musulmane avec la religion chrétienne. Et qui travaillent. Ils travaillent et par conséquent, à partir de là, ils s'intègrent. Néanmoins, les Américains n'ont pas réussi une intégration
complète, puisque... Ni d'empêcher la migration. Non, si, ils sont en train de construire un mur. Ben, c'est parce qu'ils n'y sont pas arrivés, justement. Non, mais je sais ce qu'ils font, moi. Moi aussi. Je vais vous dire ce qu'ils font. Le mur est assez difficile à franchir, de façon à ce qu'il puisse être franchi exclusivement par les jeunes en bonne santé. C'est ce dont les Américains ont besoin pour travailler, les autres restent de l'autre côté. C'est en cela qu'ils sont... Merci. Oui. Petite question à propos, en ce moment, on a vu François Hollande et François Bayrou témoigner lors du procès intenté à Philippe Val pour la publication, on le sait, des caricatures de Mahomet dans le journal. Après, par mesure de soutien à un autre journal qui était effectivement France Soir, vous auriez pu aller témoigner en faveur de Val pour la liberté d'expression? Je ne suis pas masochiste, madame. Et comme c'est un journal qui m'a insulté 100 fois, je ne me crois pas obligé d'aller témoigner en sa faveur. Mais voilà. Vous croyez à la liberté de la presse? D'autant que je suis un partisan de la liberté de penser. Je voudrais d'ailleurs qu'elle s'étende à tous les domaines et pas seulement à certains domaines réservés. Et par conséquent, je considère que, somme toute, les libertés qui ont été prises ont peut-être manqué au bon goût. Parce que c'est aussi un peu une obligation que l'on a en société. Ce n'est pas seulement de respecter la loi, c'est aussi un petit peu de respecter ses contemporains. Et peut-être qu'il y a eu là quelques excès. Mais pour quelqu'un qui, dans le journal de M. Duhamel, dans Le Monde, a été représenté pendant 20 ans sous la forme, par M. Plantu, d'un homme en bottes avec un baudrier et un brassard et une chemise noire, par conséquent, je sais ce que c'est que la caricature diffamatoire. Par conséquent, je n'ai pas de raison de m'en réjouir ni de la pardonner. Aujourd'hui, vous lisez plutôt dans Libération, Alain Duhamel. Question webcam. Question avant de terminer l'émission. Comme il y a beaucoup de questions, par webcam, France2.fr, tout de suite. Quelle est votre position par rapport au fait que l'Iran souhaite se doter d'un nucléaire civil? Secondo, concernant le Proche-Orient. Le Hamas est actuellement aux affaires en Palestine. Il est issu des urnes. La France, jusqu'à présent, ne négocie pas directement avec ce gouvernement Hamas. Si demain vous arrivez aux affaires, entendez-vous recevoir les représentants du Hamas éventuellement à l'Élysée et discuter avec le Hamas? Merci de me répondre. Bon, alors, premier point, d'abord l'Iran, n'est-ce pas? J'ai fait connaître à plusieurs reprises ma position sur le sujet. L'Iran est un membre de l'Organisation des Nations Unies. C'est un pays de 80 millions d'habitants, une surface 2,5 fois comme la France. C'est un grand pays, une grande civilisation. Et par conséquent, on ne voit pas pourquoi l'Iran serait privé des droits qui sont ceux des autres pays. Et par conséquent, pourquoi l'Iran serait privé du droit de se doter d'un équipement civil nucléaire. Civil, mais pas militaire. Non, on m'a pas posé la question. Moi, si on me pose la question, je répondrai. Et à ce moment-là, je n'ai pas de conseil à donner à l'Iran, mais je lui conseillerais la voie du plutonium, qui est infiniment moins longue et moins coûteuse que ne l'est celle de l'uranium. C'est la voie qu'ont choisie tous les pays de la région qui ont, eux, la bombe atomique. Israël, le Pakistan, l'Inde, la Chine ont les bombes atomiques. Par conséquent, a priori, même monsieur le président de la République, Chirac, a estimé qu'après tout, on ne voit pas pourquoi l'Iran n'aurait pas cette arme de dissuasion qui, comme chacun sait, est une arme de non-emploi, parce que, évidemment, on craint, en la lançant, de recevoir le boomerang. Oui, il a dit que ça n'irait pas très loin, parce qu'effectivement, il serait sûrement détruit c'est le Hamas. N'est-ce pas ? La philosophie oblige. À partir du moment où l'on se dit démocrate, on est obligé de reconnaître les mérites de la démocratie. Si Le Pen était élu président de la République, les vrais démocrates devraient l'accepter. Les faux démocrates, évidemment, essaieraient de descendre dans la rue pour empêcher la démocratie qui n'est pas la leur de fonctionner. Mais comme je postule que tout le monde est démocrate dans notre pays, je considère que le Hamas a remporté les élections. Bon, c'est ainsi. Alors que le Hamas entretienne des relations avec le gouvernement français, je crois que c'est rien de plus normal. Après tout, c'est comment sortir de ce guêpier, comment sortir de cette situation terrible qui cause des morts chaque jour,
plus encore en Irak, où les Occidentaux ont été mettre la main contre mon opinion. J'ai toujours été contre les guerres en Irak, celle de Bush Ier et celle de Bush II. Eh bien, je considère que là, la preuve est faite de l'inanité et de la criminalité de l'action occidentale dans cette région. Il aurait dû souhaiter, nous souhaitons, je souhaite, que ces pays essayent de se trouver entre eux des possibilités d'accord. Il y va de leur propre liberté, de leur propre sécurité, de leur propre survie. Alors, avant de vous demander de vous signer vos engagements, 2 petites questions par téléphone. La première, je crois que c'est Jocelyne. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, je suis Jocelyne. une femme de 45 ans, mère de 2 adolescentes de 13 et 16 ans. Ma question porte sur l'avortement. Monsieur Le Pen, si vous êtes président, comptez-vous remettre en cause la loi Veil ? Votre parti a toujours combattu cette loi. Votre parti, en 2002, proposait son abrogation. Je lis aujourd'hui que votre parti parle de référendum. Qu'en est-il concrètement? Que comptez-vous poser comme question aux électeurs à travers ce référendum? D'abord, la loi Veil est mal nommée. Elle devrait s'appeler la loi Chirac-Giscard. Parce que la loi a été prise sous l'empire du président de la République et du Premier ministre, qui étaient à la fois Giscard et Chirac. Elle a été débordée depuis bien longtemps par la loi Neyers et d'autres. Et je constate, hélas, chère madame, que le nombre des avortements en France n'a pas diminué. Il n'a pas diminué grâce à ces lois, il n'a pas diminué non plus grâce à la contraception. Malheureusement, cette tragédie qu'est l'avortement, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, il faut essayer de la réduire. Moi, je crois que une des grandes raisons qui provoque l'avortement, c'est que les gens, les mères qui pourraient être aidées ne le sont pas. Il faut donc encourager les mères, les femmes enceintes, à garder leur enfant parce que c'est d'abord la dignité de la condition humaine qui l'exige et c'est aussi l'intérêt national que nous ayons des enfants comme cela. Si vous êtes élu, vous revenez sur la loi, il y a une abolition. Oui, mais je ferai d'abord pendant 5 ans une législation sociale en faveur des familles. Et après, vous supprimez l'avortement. Y compris des familles de gens qui sont pas mariés, de gens qui sont seuls. Alors, et après, vous abolissez l'avortement. Et ensuite, je ferai un référendum pour savoir ce que les Français pensent de la situation. Mais contrairement à M. Chirac, je ne pense pas qu'on règle les situations avec des morceaux de papier et en votant des lois. Alors, je crois qu'il faut essayer de faciliter aux gens, en particulier sur le plan social, de les rendre moins malheureux qu'ils ne le sont, car très souvent, c'est sous l'empire du désarroi et sous l'empire de la nécessité que des gens se croient obligés de faire cet acte terrible. Je crois qu'il y a une question de Boris. Boris ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous parliez il y a quelques instants de la crise de banlieue, donc je vais vous poser une question qui est à peu près en rapport, à savoir, à quel âge est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en prison un mineur ? Vous posez la question de la judiciarisation de la minorité. Bon, d'abord, je pense qu'il faut descendre le plancher qui est actuellement fixé à 13 ans à 10 ans. Étant entendu qu'on ne peut pas être mis en prison au-dessous de 16 ans. Il faut donc prévoir les institutions de redressement, on appelait ça autrefois comme ça, de correction, de façon à essayer de permettre de remettre ces enfants qui sont sortis de la norme, quelquefois gravement, quelquefois par des crimes, il faut les remettre. Alors je crois qu'il faut maintenir la possibilité pour les jeunes délinquants et les jeunes criminels d'être intégrés dans des structures de rédemption, si je puis dire. Il en est de même d'ailleurs des autres condamnés. Parce qu'on ne doit jamais perdre l'espoir qu'ils puissent un jour, après la purgation de leur peine, être réinsérés. Mais il y a une obligation incontournable qui est le maintien de la sécurité des innocents. Et donc il n'y a plus d'excuse de minorité. Toujours du côté des innocents et du côté des victimes contre les assassins et les délinquants. Donc il n'y a plus d'excuse de minorité qui fait que les peines sont plus légères quand on est moins de 16 ans. Si, elles sont quand même. Oui, mais vous pensez qu'il faut les supprimer. Il n'y a plus d'excuse absolutoire de minorité. Un garçon de 12 ans qui aura plongé son couteau dans la poitrine de son petit camarade, actuellement on ne peut rien lui faire.
on ne peut que le remettre en liberté. Eh bien, il doit être maintenu, à mon avis, dans une structure qui le rende d'ailleurs conscient de ce qu'il a fait et ensuite qui le rééduque, puisqu'il semble qu'il n'a pas été éduqué. Alors, dernière partie avec vous, Jean-Marie Le Pen, en remerciant Alain Duhamel. Vous allez signer ces engagements, ce que nous demanderons à chaque candidat. Dans un instant, on va nous rejoindre donc les autres candidats qui vont suivre, qui sont invités ce soir. C'est Olivier Besancenot, c'est aussi ensuite Dominique Voilet et Nicolas Dupont-Aignan. Pendant que M. Le Pen, il faut venir avec moi, on va retourner au pupitre. Voilà, Dominique Voilet, Nicolas Dupont-Aignan qui vont venir nous rejoindre dans un instant. Je vous demande de venir jusqu'ici, M. Le Pen. Vous allez signer ces engagements. Voilà. On va vous donner un petit stylo dans la main. Les 4 engagements, voilà. Dans le blanc. Alors, vous allez signer dans le blanc. Voilà, on va voir ces 4 engagements qui vont apparaître avant que vous ne signiez. Voilà, vous les avez écrits de votre main. Voilà. Donc, si vous êtes élu, 4 engagements que vous prenez aux Français par le référendum et la proportionnelle. Vous l'avez dit, par exemple, référendum pour, en ce qui concerne l'avortement. Entre autres. Entre autres, sur d'autres sujets. Pour les grandes réformes aussi. Pour toutes les grandes réformes sociales. C'est ça. C'est ça, demander au peuple. Deuxième mesure, rendre leur pays aux Français en rétablissant la souveraineté concédée à l'Europe et en maîtrisant l'immigration. C'est-à-dire, j'ai toujours pas bien compris, pas forcément la sortie de l'Union européenne. Le contrôle de nos frontières. C'est une des souverainetés que nous avons abandonnées. Et rétablir la supériorité de la loi nationale sur la loi européenne. Troisième engagement que vous prenez, rendre leur argent aux Français par une grande réforme fiscale et salariale. Baisse des impôts, augmentation des salaires. Absolument. Et dernier engagement, rendre aux Français les valeurs de la République, de la nation et de la patrie. Voilà, donc vous signez en mettant la date, je ne sais pas, voilà, Jean-Marie Le Pen. Vous mettez la date en dessous, allez, Monsieur Le Pen, nous sommes, date, si j'ai bien compris, le 8. Le 8 février 2007. Voilà. Voilà, merci d'avoir participé à cette émission.